Le président américain George Bush est en déplacement dans une école en Floride. Quelques minutes avant la rencontre avec les enfants, un conseiller lui a appris qu'un avion avait percuté une tour du World Trade Center à Manhattan. Sûrement un triste accident. Mais 17 minutes plus tard, un conseiller s'approche discrètement et se penche à son oreille. Cette fois, ces mots sont lourds de sens, presque irréels. Un deuxième avion a frappé la seconde tour. L'Amérique est attaquée. New York s'éveille sous un ciel bleu limpide. C'est un matin ensoleillé. Un matin qui marquera à jamais l'histoire d'une empreinte tragique. Mohamed Atta et Abdulaziz Al-Omari, deux membres de l'organisation terroriste Al-Qaïda, viennent d'arriver à l'aéroport de Boston, en provenance de Portland. Ils prennent ensuite place à bord du vol American Airlines 11. À leur côté, 3 autres terroristes. Tous en classe affaires ou en business, pour être au plus proche du cockpit. 24 minutes plus tard, l'appareil s'élève dans le ciel, à destination de Los Angeles, transportant 92 personnes, dont 5 terroristes. Entre 7h49 et 8h42, 3 autres avions également visés quitteront les pistes. À 8h13 minutes et 31 secondes, alors que l'avion survole le centre du Massachusetts, le pilote du vol 11 répond à une demande du centre de contrôle d'amorcer un virage de 20 degrés, à laquelle il répond positivement. 16 secondes plus tard, les contrôleurs lui demandent d'élever l'altitude de l'appareil. Cette fois, aucun son ne revient. Les terroristes viennent de poignarder et tuer 2 hôtesses de l'air, ainsi qu'un civil s'interposant, et pénètrent dans le cockpit pour en faire de même des pilotes. Le vol American Airlines 11 est détourné. Pendant ce temps, à 8h14, le vol United Airlines 175, transportant 65 personnes dont 5 terroristes, également de Boston à Los Angeles, quitte l'aéroport. 5 minutes plus tard, à 8h19, une ligne interne d'American Airlines sonne. Au bout du fil, une voix calme mais inquiète, celle de Betty Ong, hôtesse de l'air à bord du vol 11, le premier à avoir décollé. Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mace that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Our number 1 got stabbed. Our purser is stabbed. Nobody knows who stabbed who, and we can't even get up to business class right now because nobody can breathe. And we can't get up to the cockpit. The door won't open. À ce même moment, à 8h20, le vol American Airlines 77 décolle. 5 terroristes sont à bord. Parmi eux, 2 sont repérés à l'embarquement par un programme informatique antiterroriste qui déclenche un contrôle supplémentaire. Mais ils montent finalement à bord sans problème. 4 minutes plus tard, à 8h24, les contrôleurs aériens reçoivent une communication du vol 11. Mohamed Atta, pensant s'adresser aux passagers de l'avion, entre en contact avec le centre de Boston. We have some planes, just stay quiet and you'll be okay. We're returning to the airport. American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. Dans la minute, les contrôleurs aériens de Boston alertent d'autres centres de contrôle du possible détournement de l'avion. À 8h26, le vol 11 change brusquement de trajectoire et entame un virage de 100 degrés vers le sud. La communication est coupée, mais l'avion apparaît toujours sur les radars. Commence alors une période d'incertitude. Pendant 10 longues minutes, les centres de contrôle s'échangent des informations fragmentaires, tentent de recouper les données, de comprendre ce qu'il se passe à bord. À 8h38, 19 minutes après l'appel de Betty Ong, l'armée est prévenue du détournement par le centre aérien de Boston. All right, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to. We need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. 2 avions de chasse sont envoyés, mais ils sont très loin, à plus de 240 km de Manhattan. À 8h42, le 4e vol ayant à son bord des pirates, le vol United Airlines 93, décolle du New Jersey. Presque simultanément, les contrôleurs aériens remarquent que les vols 11 et 175 sont à proximité l'un de l'autre. Ils contactent alors le pilote du vol 175 pour lui demander s'il aperçoit visuellement le vol 11. La réponse est affirmative, mais le pilote ajoute autre chose. Le pilote n'est pas au courant que le vol 11 était tourné, et ne se doute pas que 3 minutes plus tard, son vol sera lui aussi pris d'assaut.
À 8h45, le détournement du vol 175 débute, avec un procédé similaire au vol 11. Vol 11, qui vient d'entrer dans l'espace aérien new-yorkais. À ce moment, Amy Sweeney, une autre hôtesse de l'air du vol 11 avec Betty Ong, est également en contact avec American Airlines. I see the water. I see the buildings. I see buildings. We're low. We're far too low. I had one. Le Boeing percute la tour nord du World Trade Center entre les étages 93 et 99 à la vitesse de 790 km/h. Entre les passagers de l'avion et les occupants de ces étages, ce sont 300 personnes qui meurent sur le coup. Sur les écrans radars, les contrôleurs n'ont encore aucune certitude. Le vol 11 a disparu, mais ils ignorent encore ce qui vient de se produire. Quelques instants plus tard, les premières images apparaissent à la télévision. Une tour en feu, une explosion massive. Les médias parlent d'un accident, peut-être un petit avion de tourisme, une erreur de navigation. Personne n'imagine encore ce qui se joue réellement. Les sirènes retentissent, l'évacuation des 2 tours du World Trade Center débute. Mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. La structure interne est éventrée, les ascenseurs sont détruits et les cages d'escalier pulvérisées. Pour les personnes situées au-dessus du point d'impact, l'évacuation devient impossible. Plus de 1000 personnes se trouvent dans ces étages supérieurs. Au pied des tours, les regards se lèvent, incrédules. Là-haut, bien au-dessus du vacarme et des sirènes, de minuscules silhouettes apparaissent. Face aux flammes et à l'asphyxie, certains ont choisi de sauter. 4 minutes après le crash, le président George Bush, alors en visite dans une école en Floride, est averti du crash du vol 11 par l'un de ses conseillers. L'information commence aussi à circuler dans les centres de contrôle. L'hypothèse de l'accident s'efface peu à peu. À 8h51, 5 minutes après l'impact du vol 11, un steward à bord du vol 175 parvient à contacter United Airlines. Il confirme ce que redoutaient déjà certains. Son avion vient également d'être détourné. À 9h01, alors que le détournement du vol 175 est désormais confirmé, le centre de contrôle aérien renouvelle sa demande d'assistance militaire. Cette fois, il ne s'agit plus d'un incident isolé. À bord du vol 175, l'atmosphère est irrespirable. L'appareil qui a brusquement quitté sa trajectoire pour faire cap sur New York descend en altitude. Il vole si bas que quelques appels parviennent à passer. Jules, this is Ryan. On an airplane that's been hijacked. And things don't go well. It's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy you're fine. Same for my parents and everybody. And I just totally love you. And I'll see you later, Spencer. Hi, babe. Hope I call you. Hey, I'll go tell him. Hey, can you look out your window right now? Yeah. Can you see a guy at about 4,000 feet, about 5 east of the airport right now? Looks like he's... Yeah, I see him. You see a guy, look, is he descending for the building also? He's descending really quick too, yeah. Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Jesus fucking Christ! À 9h03, sous les yeux du monde entier, le vol United Airlines 175 percute la tour sud du World Trade Center entre les étages 78 et 84 à la vitesse de 950 km/h. Au moins 200 personnes meurent sur le coup et près de 600 personnes se trouvent dans les étages supérieurs. En direct, sur toutes les chaînes de télévision. Le visage du président reste figé. La situation a définitivement sombré dans le chaos. Et celle-ci ne cesse d'empirer. À peine 2 minutes plus tard, American Airlines reçoit une nouvelle alerte du centre de contrôle d'Indianapolis. And we're missing another flight also. What flight are you missing? 77. Un troisième avion a disparu des radars.
Le vol American Airlines 77, transportant 64 personnes dont 5 terroristes au départ de Washington, est détourné entre 8h51 et 8h54. Une dizaine de minutes avant le deuxième crash, il change brusquement de trajectoire et coupe son transpondeur. La confusion est totale au sein des centres de contrôle aérien et de la FAA, la Federal Aviation Administration. L'identification des différents avions impliqués et la transmission d'informations est chaotique. Face à l'ampleur de la situation, à 9h17, New York ferme son espace aérien et tous les vols à destination de la ville sont immédiatement cloués au sol. À 1600 km de là, le président Bush s'est retiré dans une salle attenante à l'école. Isolé, il échange avec ses conseillers et la Maison-Blanche, tout en suivant en direct à la télévision ce que des millions d'Américains regardent aussi, terrifiés. À 9h26, la FAA est prévenue du détournement du vol 77, presque 30 minutes après sa disparition des radars. Dans la foulée, elle ordonne l'interdiction immédiate de tout décollage de vols civils sur l'ensemble du territoire américain. Mais il est déjà trop tard. United 93, that traffic for you is 1 o'clock, 12 miles eastbound 370. Negative contact, we're looking United 93. À 9h28, le vol United Airlines 93 est détourné. A difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Terrorism against our nation will not stand. À 9h31, une nouvelle communication parvient du vol 93 qui vient juste d'être détourné. Deux vols sont actuellement détournés. Le vol 93, qui vient de l'être à l'instant, et le vol 77, qui vient d'entrer dans l'espace aérien de Washington. Les contrôleurs aériens, voyant un avion cargo survolant Washington, le Gopher 06, demandent à leurs pilotes de tenter de repérer le vol 77. Ils repèrent rapidement un Boeing volant à très basse altitude, mais signalent qu'il est incapable de le suivre. L'appareil va trop vite, trop bas. À 9h37, le vol 77 percute la façade ouest du Pentagone, après avoir rasé le sol à une vitesse de 850 km/h. Contrairement au tour du World Trade Center, il n'existe aucune image nette de l'impact du vol 77 sur le Pentagone. Les quelques caméras qui filment l'extérieur sont concentrées sur les entrées et sorties du bâtiment. 188 personnes perdent la vie sur le coup. Les 64 passagers de l'avion et 122 membres du personnel du Pentagone. Le vol 93, qui vient d'être détourné quelques minutes avant le crash du Pentagone, change brusquement de direction et semble, lui aussi, prendre la direction de Washington. Deux minutes plus tard, malgré que le détournement du vol 93 ne soit pas encore totalement connu, une mesure d'urgence est prise par le gouvernement américain. L'évacuation de bâtiments gouvernementaux symboliques, la Maison-Blanche, le Capitole et le quartier général de la CIA. Autre décision historique, l'espace aérien des États-Unis est entièrement fermé. Plus aucun avion civil n'est autorisé à décoller. Et tous ceux déjà en vol doivent se poser au plus vite à l'aéroport le plus proche. Ce sont 4300 avions qui sont dans l'obligation de se poser. À 9h54, une autre mesure d'urgence est enclenchée. Le président George Bush embarque à bord d'Air Force One. En cas d'attaque sur le sol américain, cet avion devient le centre de commandement mobile du pays. Hautement sécurisé, capable de voler pendant des heures sans escale, il est conçu pour assurer la continuité du pouvoir en pleine crise. Tous les membres clés du gouvernement sont exfiltrés vers des sites sécurisés. Dans les deux tours du World Trade Center, les dégâts sont catastrophiques. L'impact des avions a sectionné de nombreuses colonnes porteuses. Et la chaleur, bien que trop faible pour faire fondre l'acier, fait perdre énormément de résistance, provoquant l'affaissement des planchers. 55 minutes après le crash du vol 175, la tour sud du World Trade Center s'effondre. Sous l'effet de la chaleur, les poutres et les colonnes cèdent. Un étage s'écroule sur celui du dessous, ajoutant son poids et sa force et déclenchant un effondrement en cascade. Parmi les 600 personnes se trouvant dans les étages supérieurs au point d'impact, seuls 18 réussirent à sortir de la tour via un escalier resté presque intact après le crash de l'avion. En quelques secondes, la tour sud s'écroule sur elle-même et disparaît dans un nuage de poussière.
Alors que tous les vols sur le territoire sont dans l'obligation de se poser à l'aéroport le plus proche, le vol United Airlines 93, détourné il y a maintenant plus de 20 minutes, continue sa route vers Washington. À bord, les passagers commencent à comprendre ce qui se joue. Grâce au téléphone de bord, plusieurs d'entre eux parviennent à appeler leurs proches. Ils apprennent ce qui s'est déjà produit à New York et à Washington. Alors, ils décident d'agir. Juste avant 10 h, les passagers se révoltent contre les terroristes. Ils attaquent et maîtrisent d'abord celui qui garde la porte du cockpit. Avec un chariot de nourriture, ils tentent de forcer la porte blindée. À 10h02, ils y parviennent. À l'intérieur, ils bataillent avec les terroristes pour reprendre le contrôle de l'appareil. À 10h03, voyant que la situation leur échappe, l'un des terroristes fait s'écraser le vol 93 dans un champ en Pennsylvanie, à plus de 900 km/h. À cette vitesse et avec une trajectoire quasiment verticale, les 44 personnes à bord périssent sur le coup. L'appareil est littéralement désintégré. Il ne reste que des fragments épars. Mais contrairement aux 3 autres avions, la boîte noire est retrouvée. Et c'est elle qui révèle les ultimes actes de bravoure des passagers. En 1h27, 4 avions ont été détournés et délibérément écrasés. 4 avions transformés en armes, délibérément précipités contre des symboles de l'Amérique. Ce dernier vol était probablement destiné à se cracher sur le Capitole. Ça n'est qu'à 10h20, alors que le chaos règne déjà depuis près d'1 heure dans le ciel américain, qu'une décision tragiquement tardive est prise. L'ordre est donné à l'armée d'abattre immédiatement tout avion suspect ne répondant plus aux appels répétés des centres de contrôle aérien. À 10h28, 1h42 après le premier crash, la tour nord du World Trade Center s'effondre. À 10h53, le département de la Défense élève le niveau d'alerte de l'armée au niveau 3, une mesure exceptionnelle prise pour la première fois depuis la guerre froide en 1973. Après l'effondrement de la tour nord, un silence s'abat sur Manhattan. Un silence fait de sirènes, de cris et du fracas des décombres qui continuent de s'effondrer, morceau par morceau. Le ciel de New York est devenu gris, noyé sous un nuage de cendres et de poussière. Des milliers de survivants fuient le sud de Manhattan, où l'évacuation a été ordonnée. Couverts de suie, hagards, certains pieds nus, d'autres blessés. Les pompiers, les secouristes, les forces de l'ordre, tous cherchent, creusent, hurlent des prénoms dans le chaos. Mais au fil des heures, l'espoir s'amenuise. Puis, dans l'après-midi, un autre bâtiment commence à montrer des signes de faiblesse. À 17h20, la tour 7 du World Trade Center, sérieusement endommagée par les débris et le feu, s'effondre à son tour. Heureusement, sans faire de victimes. La journée s'achève sur une ville dévastée. Manhattan est figée, étouffé sous un nuage de poussière, de gravats et de regards perdus. Les écrans du monde entier diffusent en boucle les mêmes images, les tours qui s'effondrent, la foule qui court, les visages pétrifiés par l'incompréhension. Le 11 septembre 2001, en moins de 2 heures, l'Amérique a vacillé. 2977 vies arrachées, des milliers de blessés, des familles brisées à jamais. S'ajoutent à cela les 3779 survivants qui mourront dans les années suivantes d'une pathologie liée à cette journée. Maladie des voies aérodigestives, cancer ou maladie mentale. Et ce bilan ne cesse de s'alourdir lentement. Aujourd'hui encore, plus de 65 000 personnes souffrent d'une maladie liée aux attentats du 11 septembre. Des années après, l'attaque continue de faire ses victimes. Le 11 septembre n'a pas seulement bousculé l'Amérique, il a marqué un basculement pour le monde entier. En une matinée, la peur a changé de visage, la guerre a changé de terrain, et l'histoire a changé de direction. Rien, depuis ce jour-là, n'a jamais vraiment été comme avant.